à toutes et à tous. Et merci au réseau des médiathèques de Montpellier, et en particulier à son directeur, de m'avoir convié à parler de ponctuation dans ce cycle thématique de rencontres. Alors voilà, le diaporama s'affiche, c'est parfait. Alors parler du point dans un cycle intitulé Point de rupture, ça avait quelque chose d'irrésistible pour moi, puisque le point peut être envisagé spontanément comme quelque chose qui introduit justement une rupture dans la continuité du texte. Et dans le parcours que je vous propose aujourd'hui, il sera question de rupture, évidemment, mais il sera aussi question de continuité. Nous commencerons d'abord par un rapide tour d'horizon historique du point et de la ponctuation. Alors rassurez-vous, ce ne sera pas trop long, puisque la ponctuation est une histoire vieille de plus de 2000 ans, donc nous aurions quoi y passer quelques conférences. Mais l'idée est simplement de mettre en perspective les récents changements que l'on a pu observer dans les écritures numériques et qui constituent, pour le coup, véritablement une rupture dans l'histoire du point. Alors, en guise d'entrée en matière, on peut déjà se demander si le point est vraiment un signe de rupture. Et j'aime bien, sur ce point, convoquer une phrase d'André Breton dans le manifeste du surréalisme, qui dit la chose suivante: la ponctuation s'oppose sans doute à la continuité absolue de la coulée qui nous occupe, donc celle du discours, bien qu'elle paraisse aussi nécessaire que la distribution des nœuds sur une corde vivante. Alors, contre l'idée que la ponctuation est une rupture, eh bien, André Breton dit quelque chose d'intéressant, puisque, à travers l'analogie de la corde, il affirme que la ponctuation, et donc le point en particulier, s'oppose au flux continu du discours, mais que, justement, la ponctuation ne brise pas la corde, elle ne la coupe pas, mais elle fait des nœuds dessus. Autrement dit, la corde reste entière, mais elle est segmentée, et la ponctuation donc ne coupe pas le discours, mais elle l'articule. Elle permet d'en distinguer des sous-parties qui vont s'articuler entre elles. Et c'est intéressant cet aspect-là, puisqu'on le verra justement, ça fait partie des évolutions que l'on observe aujourd'hui quand on examine les écritures numériques, à savoir les SMS, les tweets, et donc les écrits qui globalement ont recours aux supports électroniques. Alors pour nous, lecteurs et lectrices d'aujourd'hui, cette séparation écrite des phrases et des mots a quelque chose d'une évidence, mais bien évidemment, on va voir que ça n'a pas toujours été le cas. En particulier, si on observe, je vous présenterai deux pages de livres que vous reconnaîtrez peut-être. Elles sont en rapport l'une et l'autre, puisqu'il s'agit dans les deux cas de la première page de la Genèse. Mais vous avez à gauche la Bible de Gutenberg, imprimée en 1450, et à droite, une édition nettement postérieure, la Bible de Louis II, qui date de la fin du XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est en observant ces pages, c'est de voir que l'organisation de la page et du livre, que nous connaissons aujourd'hui, et dont la version la plus familière est donc à droite, eh bien, cette organisation de la page et du livre, elle est le résultat d'un progrès technique, technologique, alors qui n'est pas simplement celui de l'imprimerie, mais, puisque les 12 ouvrages sont imprimés d'ailleurs, même si celui de gauche n'a pas l'air, il s'agit bien du premier ouvrage imprimé en Europe, par Gutenberg. Et il y a donc quelques siècles de progrès qui séparent ces deux pages. Et c'est un progrès qui n'est finalement pas très différent des autres progrès techniques, ceux de l'agriculture, ceux de la mesure du temps, de la chirurgie, etc., etc. Et finalement, quelle est la nature de ce progrès ? Eh bien, c'est d'arriver à apprivoiser l'espace de la page pour l'adapter à nos facultés. Et donc, petit à petit, on va créer le blanc typographique. Alors ici, les deux pages en comportent. On va créer la ponctuation, on va avoir l'idée d'insérer des titres, des sous-titres. Vous voyez sur la droite, ici, vous avez les numéros des versets. Donc tout ça, ce sont des améliorations qui sont qui résultent d'une réflexion sur la façon d'adapter la page à nos facultés cognitives et donc de nous permettre de lire plus facilement et en retenant mieux l'information et en accédant plus facilement à l'information. Et donc, parmi ces progrès, et je l'ai dit, il y a évidemment la ponctuation. La ponctuation est un progrès immense dans l'apprivoisement de l'écrit, puisqu'elle permet toutes sortes de choses que nous allons voir justement aujourd'hui. Alors,
Le système de ponctuation que nous connaissons dans les écritures alphabétiques aujourd'hui, il est le fruit d'une très lente et très longue évolution, je l'ai dit, plus de 2000 ans. Alors évidemment, il ne sera pas question de retracer avec vous toute l'histoire du point, hein, comme je l'ai dit, sur cette période. Nous ferons en revanche quelques arrêts sur image pour comprendre comment s'est mis en place justement ce progrès technologique et intellectuel qu'est le système de ponctuation. Alors rien de tel pour avoir un aperçu un peu global de se représenter une frise chronologique. Alors, comme vous le voyez, vous avez une première grande période qui s'étend donc de l'Antiquité au XVe et XVIe siècle et qui correspond à la constitution du système de ponctuation. Et pendant toute cette période, la ponctuation se construit à travers des innovations qui vont souvent rester localisées, qui vont par exemple être limitées à un seul ouvrage. Il va quand même y avoir quelques idées qui vont survivre et se transmettre jusqu'au Moyen-Âge, puis à la Renaissance et même jusqu'à nos jours. Mais il y a aussi donc beaucoup d'idées de ponctuation qui seront abandonnées. Et finalement, les choses vont vraiment commencer à changer à grande échelle, hein, puisque je disais, ce qui caractérise cette première période, c'est surtout que les innovations restent localisées. Là où les choses vont vraiment changer à grande échelle, c'est le XVe et le XVIe siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe au XVe et au XVIe siècle pour que, soudainement, la ponctuation devienne un phénomène qui s'étende en termes de représentation dans les livres? C'est évidemment, on le verra tout à l'heure, l'invention de l'imprimerie et la diffusion donc des ouvrages imprimés à travers toute l'Europe de l'Ouest. Et ça va être le point de départ d'une grande étape de standardisation de la ponctuation qui va s'étendre donc jusqu'au XIXe. On peut considérer qu'à la fin du XIXe, le système de ponctuation que nous connaissons aujourd'hui est déjà parvenu à sa maturité. Et donc c'est surtout au XIXe finalement que ce système va se stabiliser et surtout se répandre sous une forme stabilisée, puisque entre le XVIe et le XIXe, là aussi, on tâtonne un petit peu. Certains théoriciens vont écrire des traités sur la meilleure façon de ponctuer. Certains vont avoir du succès, d'autres moins. C'est à peu près la même chose pour les innovations en termes d'orthographe. Il y a eu beaucoup de tâtonnements, de propositions parfois très audacieuses, mais qui n'ont pas forcément été retenues entre le XVIe siècle et aujourd'hui. Bien pour la ponctuation, c'est donc la même chose. Certaines innovations vont perdurer. Et au XIXe, bien évidemment, ce qui va susciter et favoriser même d'ailleurs l'énorme propagation de la ponctuation, c'est bien évidemment l'école qui va standardiser la ponctuation et qui va surtout l'enseigner. Au XIXe, comme vous le savez, on construit énormément d'écoles et puis à la fin du XIXe, l'école devient publique, laïque et obligatoire surtout. Et l'enseignement se fait donc à grande échelle et c'est un enseignement qui est donc tout à fait standardisé, en tout cas pour ce qui est de la ponctuation. Alors aujourd'hui, nous arrivons dans la partie verte de ma frise, en dessous, variation, évolution. Donc après plus d'un siècle de ponctuation standardisée, nous avons acquis à peu près la conviction que la ponctuation avait toujours été là et qu'elle avait toujours été la même. Si on ne fait pas de paléographie, si on ne croise pas ici ou là un manuscrit du Moyen-Âge, ma foi, on côtoie surtout des éditions modernisées, y compris d'ouvrages du XVIe ou du XVIIe siècle, et par conséquent, on ne tombe jamais sur une ponctuation inhabituelle. Et parce qu'effectivement, toutes les œuvres classiques sont aujourd'hui, pour le grand public, publiées dans une version dont la ponctuation est modernisée. Et de fait, on n'a accès qu'à cette version standardisée de la ponctuation. Et d'où l'illusion peut-être que la ponctuation avait toujours été la même, mais les choses sont en train de changer, puisqu'avec l'arrivée des SMS, avec l'arrivée des tweets, avec l'arrivée d'Instagram, avec l'invention des emojis, eh bien, le système a commencé à bouger. Il a commencé à bouger et on peut dire aujourd'hui qu'en une génération à peine, c'est-à-dire 20 ans, grosso modo, depuis le début des années 2000, eh bien, on voit se dessiner nettement une rupture, là, pour le coup, dans les usages. Alors, rupture qui va être à la fois, on va dire, sociologique en termes de génération, rupture évidemment technique aussi, avec l'utilisation de différents supports, et puis une rupture linguistique dans la mesure où, effectivement, il peut arriver qu'on ne se comprenne pas alors qu'on est censé parler et écrire la même langue. Évidemment, ce sera sur des phénomènes marginaux, mais qui peuvent avoir des conséquences, comme vous le verrez. Et donc, ces changements auxquels on assiste depuis une vingtaine d'années, ils donnent parfois naissance à un sentiment de frustration. Alors, je suis allé chercher ce petit tweet il y a quelque temps de quelqu'un qui exprime justement non pas sa détresse, mais peut-être son dépassement. Donc, en fait, le point à la fin des SMS, il ne faut pas. Cette grammaire parallèle me dépasse complètement.
Alors j'aime beaucoup ce tweet, hein, que j'ai trouvé donc complètement par hasard en faisant des études de corpus sur Twitter. J'aime beaucoup ce tweet parce qu'il mentionne cette idée de grammaire parallèle. Et on voit vraiment comment, d'après les scripteurs, d'après les personnes qui écrivent et qui sont des usagers de la langue, eh bien, comment ils semblent avoir la conviction que petit à petit, il se met en place un code alternatif, qui n'est pas celui qu'on utilise, nous, en tout cas celui que l'on comprend quand on lit la presse, quand on rédige une dissertation, voilà, c'est quelque chose qui est à part. Et justement, on va essayer de comprendre dans quelle mesure cette grammaire parallèle est réellement à part, ou alors si elle interagit avec notre connaissance actuelle de la langue. Alors, comme je vous le disais, nous allons faire quelques arrêts sur image dans l'histoire du point, simplement pour bien comprendre dans quel contexte les changements actuels s'installent. Les premières tentatives de construction du système de ponctuation sont en fait très anciennes, et surtout elles se sont faites sans rupture, même si effectivement durant toute la période qui s'étend de la haute antiquité jusqu'au Moyen-Âge, eh bien, déjà beaucoup de textes ont été perdus, donc on pourrait avoir l'impression qu'on a tout recommencé à zéro au Moyen-Âge, et c'est une idée que beaucoup d'historiens de la ponctuation ont avancé jusqu'à une date relativement récente. On s'est rendu compte depuis qu'en fait, il y avait réellement eu une transmission depuis l'Antiquité, alors évidemment, pas d'un système identique à celui d'aujourd'hui, mais en tout cas de fonctionnements qui sont un petit peu similaires, comme on va le voir. Alors, les premières tentatives de construction du système de ponctuation remontent au IIIe siècle avant notre ère, et elles sont à l'initiative des conservateurs de la bibliothèque d'Alexandrie, donc qui étaient quand même des grands spécialistes en leur époque, qui ont proposé un ensemble de 3 points de force différentes, alors qui sont ici sous leur nom latin, mais donc la distinctio, c'est le point le plus fort et il était placé en haut de la ligne. La media distinctio, c'est un point intermédiaire, un peu l'équivalent de notre point-virgule aujourd'hui, si vous voulez. Et puis la subdistinctio, c'était donc l'équivalent de la virgule, donc une ponctuation faible. Et ce système à 3 forces de ponctuation, eh bien, va justement, là pour le coup, survivre sous des formes différentes, bien sûr, jusqu'au Moyen-Âge. On va créer d'autres signes, mais grosso modo, l'idée sera la même, c'est d'avoir une ponctuation forte, une ponctuation moyenne et une ponctuation faible. Cela étant, ce système, si ingénieux soit-il, certes, il va arriver jusqu'au Moyen-Âge, il va parvenir jusqu'au Moyen-Âge, mais il ne va pas se généraliser. Et on va donc voir, finalement, quelques siècles plus tard encore, par exemple, dans le monde latin, on va pouvoir avoir ce genre de choses. C'est ici, donc c'est au IIe siècle à Rome, c'est du IIe siècle à Rome, et c'est ce qu'on appelle de la scriptio continua, c'est-à-dire de l'écriture continue. Autrement dit, les mots ne sont pas séparés, il n'y a pas non plus de ponctuation de phrases ou de groupes de phrases. Alors, c'est assez difficile à lire, effectivement. Alors, pour la petite histoire, c'était plus en tout cas d'après certaines analyses, ce genre d'écriture continue était plutôt à destination des érudits, puisque de toute façon les érudits faisaient lire des esclaves qui étaient accoutumés à lire ce genre de texte, et pour qui c'était un exercice qui était devenu facile. Mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, il faut lire plusieurs fois la phrase et évidemment, si on ne connaît pas le latin, ça complique encore un peu plus les choses. Mais voilà, l'idée, c'est de faire une première lecture, de repérage des unités syntaxiques, morphologiques et lexicales, et après, on peut faire la lecture à voix haute. Et donc, certains esclaves étaient versés dans cet art, et les érudits qui les avaient à leur service, eh bien, se faisaient lire ce genre de texte. Donc, évidemment, ça, c'est un cas un petit peu extrême. Mais on va trouver à la même époque, à peu près, ce genre de choses, ce qui montre bien que les usages sont différents. C'est-à-dire qu'on peut voir cohabiter des usages différents. Alors, ce que vous avez en bas, c'est une plaque que j'ai trouvée sur le piédestal d'une statue équestre à Herculanum, que j'ai donc prise en photo, puisque voilà, quand je vois un point quelque part, il m'intéresse, et donc j'essaie, comme un chasseur de papillons, de l'attraper. Et donc j'ai trouvé ici cette inscription, alors qui est tout à fait classique, cela dit. C'est en particulier très fréquent dans ce qu'on appelle les inscriptions lapidaires, c'est-à-dire les inscriptions dans la pierre. Et vous voyez ici, entre certains mots, des points. Par exemple, à la première ligne, vous avez parentis et animum, qui sont séparés par une sorte de point qui est juste mis d'un petit coup de burin. C'est ce que les latins appelaient un interpunctum, c'est-à-dire un point intermédiaire, et c'est comme ça qu'on séparait les mots plutôt qu'avec des espaces. Cela étant, on ne remarque pas de ponctuation de phrases ou de virgules ou de choses comme ça. En revanche, là, les mots sont séparés.
Bon, ce qu'il faut retenir de cette diapo et de ces deux exemples mis en contraste, c'est que les usages sont extrêmement variés pour une même époque. Certains textes sont ponctués, d'autres pas. Parfois les mots sont séparés, parfois pas. Et ça peut varier en fonction d'un grand nombre de paramètres. Ça peut être soit certains copistes ou graveurs qui vont aimer les points et donc vont en mettre, d'autres pas. Ça peut être aussi également en fonction des régions, ça peut être en fonction du type de support qu'on utilise, et là pour le coup sur la pierre en général on met des points entre les mots, c'est pas systématique mais en tout cas c'est beaucoup plus fréquent, tandis que dans certains types d'écrits on va mettre des signes de ponctuation et dans d'autres pas du tout, ni même séparer les mots. Bref, c'est assez varié. Et cette cohabitation d'usages différents, elle va perdurer au moins jusqu'à la Renaissance. Si on regarde toute l'histoire en Europe et en France en particulier, si on regarde des textes d'époques différentes jusqu'à la Renaissance, on observe des textes qui ont été richement ponctués, d'autres très peu. D'autres vont comporter une certaine variété de signes, d'autres vont se limiter à très peu de signes mais très fréquents. Bref, là aussi, les usages sont très différents. Et ce que je vous montre à présent, ce sont donc deux textes alors, qui ne sont pas de la même époque, qui sont séparés de quelques siècles, mais qui montrent malgré tout des usages très différents. Ce que vous avez en haut, c'est un texte du Haut Moyen-Âge qui est encore en écriture continue, donc en scriptio continua comme on a vu en latin, à quelques exceptions près, donc notamment les titres. Vous voyez, les titres multicolores sont séparés par des sortes de petites, ce qu'on appelle des hédéras, des feuilles de vigne, et donc les mots sont séparés par cette espèce de petits symboles de feuilles. En revanche, le corps de texte, lui, ne présente pas de séparation entre les mots. Et si on regarde maintenant en bas, dans la deuxième moitié de la diapo, la moitié inférieure, on a un texte qui est certes un peu postérieur, mais qui est grosso modo de la même région, qui a probablement été aussi copié par un moine. Et là, en revanche, vous remarquez une ponctuation assez riche, qui est constituée des trois fameux degrés de ponctuation qu'on avait évoqués tout à l'heure et qui ont donc été créés par nos fameux conservateurs de la bibliothèque d'Alexandrie, puisque vous avez à la première ligne, par exemple, un point. Première ligne à gauche. Deuxième ligne à gauche, vous avez 2 points entre, alors j'arrive pas à lire d'ici sans mes lunettes, mais Cantour et Apud. Et puis si on regarde maintenant sur la colonne de droite, vous avez à la 4e ligne un point virgule, d'accord, juste avant qui octoginta. Alors, il ne faudrait pas interpréter ces signes comme on les interprète aujourd'hui, puisqu'en réalité, leur rôle est inversé par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que les 2 points correspondent en gros à notre virgule, le point correspond à notre point-virgule, et en revanche, le point-virgule correspond ici à notre point. Et ça, ce sont des interversions qu'on va voir finalement assez longtemps, jusqu'au XVIe siècle. C'est-à-dire que, voilà, dans certains cas, le point-virgule va être un signe de ponctuation forte, dans d'autres cas, ce sera plutôt le point. Voilà, il y a aussi beaucoup de variations de ce point de vue-là, et là aussi, c'est un copiste de tel monastère qui va avoir sa propre pratique, et puis tel autre copiste dans tel autre monastère, il aura une autre habitude. Et c'est pour cela que les médiévistes travaillent beaucoup sur les textes pour arriver à comprendre qui était le copiste et quelles étaient ses habitudes. Alors, petit bilan de parcours, la ponctuation, exactement comme l'orthographe, je l'ai dit tout à l'heure, est toujours loin d'être stabilisée au XVe siècle. Il faut attendre donc le XVIe pour qu'elle fasse l'objet d'une réflexion de grande ampleur. Et à ce sujet, c'est donc l'invention de la presse à caractère mobile, c'est-à-dire de l'imprimerie, en Europe, au milieu du XVe siècle, qui va finalement déclencher une vague de réflexion dans toute l'Europe de l'Ouest, en Italie, en France notamment, une vague de réflexion sur la manière de standardiser la ponctuation. L'un des premiers livres, et c'était vraiment pas un sujet anodin, pour vous donner une idée, le deuxième livre publié par les imprimeurs de la Sorbonne en 1470, c'est un traité de ponctuation d'origine italienne. Donc c'était vraiment un sujet qui préoccupait les imprimeurs. Alors ça n'est pas ce traité-là, publié en 1470 à la Sorbonne, qui deviendra le traité de référence, c'est celui que vous avez ici sur la diapo, c'est celui qui a été publié par Étienne Dolet en 1540, qui va vraiment poser les bases de la ponctuation moderne et qui va en élaborer un inventaire en leur donnant le sens, plus ou moins, assez proche même, un sens assez proche de celui que nous avons aujourd'hui. Et comme son livre va devenir un petit peu la Bible, si vous me passez l'expression, la Bible de tous les imprimeurs de France, c'est ce qui va conduire, si vous voulez, indirectement Étienne Dolet à être l'un des artisans de la standardisation de la ponctuation.
Alors il faut retenir, et on terminera notre petit parcours historique là-dessus, il faut retenir quelque chose d'important dans ce que je viens de dire, c'est le rôle des imprimeurs. Parce que ça a un impact évidemment sur la ponctuation, mais ça a aussi un impact sur la littérature, ça a un impact sur beaucoup de choses. Les imprimeurs étaient extrêmement puissants jusqu'au 19e. Dans un atelier d'imprimeurs comme celui que vous avez là, alors il y a évidemment toutes sortes de rôles qui sont très spécialisés, je vous les présenterai dans un instant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était les imprimeurs qui décidaient de la ponctuation des œuvres. Les auteurs n'avaient absolument rien à voir là-dedans. Et je vais vous expliquer donc qui était le responsable de la ponctuation dans cet atelier que vous avez ici. Alors, parmi les rôles qui sont donc représentés ici dans cette image, vous avez tout d'abord ici, alors je ne vais pas tous les faire, mais vous avez celui qui fait l'ancrage, qu'on appelle le margeur. Donc vous voyez, il a une sorte de tampon imprégné d'encre et il tamponne la préparation qui va être ensuite imprimée. Vous avez le pressier, le compagnon pressier, qui est à la presse, comme son nom l'indique. Alors vous remarquez qu'il est assez costaud, et ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'était un métier extrêmement physique, à tel point que Rabelais, dans Gargantua, a songé à faire de la manipulation de la presse un châtiment. C'est-à-dire que dans Gargantua, quand Gargantua vainquait des ennemis, eh bien, au lieu de les emprisonner ou de les condamner aux galères ou de leur faire des travaux de force d'intérêt public, il les envoyait travailler à la presse de son imprimerie. C'est dire si c'est une tâche qui nécessitait de la force physique et qui pouvait être réputée donc comme pénible. Mais ce ne sont pas ces deux-là qui jouent un rôle essentiel dans la ponctuation, ce sont les protes et les correcteurs que vous avez ici sous les flèches jaunes. Et vous voyez qu'ils sont donc debout à côté d'ouvriers qui travaillent devant des casses sur la gauche et devant la préparation de la copie au milieu à gauche. Et ce sont donc ces deux personnages-là qui vont indiquer à quel endroit mettre les ponctuations dans le texte. Et vous voyez que les ouvriers ont devant eux des copies du texte qui sont en quelque sorte scotchées, même si le scotch n'existait pas à l'école, elles sont plutôt punaisées sur le mur. Et voilà, donc les ouvriers avaient le texte et c'était le prote ou le compositeur qui indiquait où mettre les ponctuations. Et donc jusqu'au 19e, ce sont les imprimeurs, et en particulier donc ces deux personnages-là, qui décident comment ponctuer une phrase, comment ponctuer Racine, comment ponctuer tous les auteurs, sauf deux qui sont restés célèbres. Alors il y en a d'autres évidemment, mais ceux qui sont restés célèbres pour leur démêler avec les imprimeurs et pour avoir essayé ou réussi à imposer leur propre ponctuation, ce sont Rabelais, encore une fois, et George Sand. Rabelais, parce qu'il était très ami des imprimeurs, il était très intéressé par l'imprimerie. Il avait un ami qui s'appelait Sébastien Griffe, qui était un imprimeur lyonnais, et donc il a réussi à plus ou moins s'impliquer dans la préparation de son manuscrit par les imprimeurs. Et la deuxième personne, eh bien, c'est George Sand, qui est peut-être celle qui a donné naissance à la ponctuation littéraire, c'est-à-dire, en tout cas, à la ponctuation d'auteur. C'est-à-dire qu'elle a milité et elle a essuyé beaucoup de refus et de revers des imprimeurs qui lui disent « Non, non, vous ne vous occupez pas de ça, vous les auteurs, laissez faire les spécialistes, la ponctuation, c'est nous ». Sauf que George Sand n'était pas d'accord et qu'elle a écrit à plusieurs reprises que, finalement, ce qui faisait le style d'un auteur, ce n'était pas le style, c'était la ponctuation. D'où le fait qu'elle ait cherché à se bagarrer un petit peu pour arriver à imposer sa vision de ce que devaient être ses phrases. Alors, il ne me reste plus qu'une dernière étape à envisager dans ce rapide tour d'horizon, c'est le moment finalement où la phrase et le point vont s'associer, devenir une sorte de couple indéfectible. Alors, comme vous le savez, et puis vous le verrez peut-être sur les présentoirs tout à l'heure, Gilles Sioufi vient de publier l'an dernier une histoire de la phrase française. Alors évidemment, je ne vais pas, là non plus, passer en revue tout ce que vous pouvez éventuellement lire dans ce livre. Simplement, je vais m'intéresser au moment, donc à la fin du 19e, grosso modo, où le point est associé à la phrase de manière explicite dans les grammaires de spécialistes, mais aussi les grammaires scolaires, et plus tard, donc, dans l'imaginaire d'un peu tout le monde. Tout le monde a déjà croisé, j'imagine, vous avez vu ou lu ou entendu cette antienne scolaire. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Pour nous, il est évident que la phrase est une unité grammaticale ou logique qui possède un sens complet et qui donc commence par une majuscule et se termine par un point, mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. En réalité, avant la fin du XVIIIe, la ponctuation était surtout conçue comme une aide pour la lecture à voix haute, et elle ne délimitait pas des phrases, mais des périodes ou des discours. On ne parlait pas de ponctuation pour la phrase, on parlait de ponctuation pour la période et pour le discours, et la phrase n'était un terme
que n'utilisaient pas les grammairiens. La ponctuation permettait donc de scander le texte en y marquant les pauses nécessaires et les intonations qui convenaient. Et en fait, la raison à cela, la raison pour laquelle la ponctuation était vraiment conçue comme une sorte d'aide à la lecture orale, eh bien, c'est parce que la majorité de la lecture était orale, en fait. On ne lisait quasiment jamais pour soi, silencieusement. Évidemment, à l'exception des érudits, des juristes ou de certains religieux, en général, la lecture se faisait à voix murmurée, et donc on lisait ce qu'on voyait pour soi-même en murmurant, ou alors on le lisait pour autrui à voix haute. Mais donc cette pratique de la lecture solitaire, évidemment, elle n'a pas jamais existé avant le XVIIIe. Saint Augustin parle justement, décrit dans les Confessions, voir saint Ambroise lire en silence, et il est fasciné par ce qu'il voit. Il se dit, mais mon Dieu, il est en train de lire et pourtant il ne parle pas. C'est quelque chose qui vraiment fascine saint Augustin à l'époque. Donc ça existait déjà de manière très ancienne, mais ça restait rarissime, et c'était vraiment que pour certains érudits ou spécialistes. Et donc on lisait plutôt à voix haute ou à voix murmurée. La lecture passait donc par la voix, et le texte n'était donc conçu que comme un support pour une performance orale. Et du coup, la ponctuation, c'était un petit peu comme les silences en musique. Elle indiquait des degrés de pause, elle indiquait comment oraliser le texte. Elle n'était pas du tout là pour séparer des constituants grammaticaux, par exemple. Et si vous lisez la ponctuation des premières éditions des œuvres de Molière, vous trouverez des ponctuations qui nous semblent à nous extrêmement bizarres, par exemple entre un sujet et un verbe, ce qui ne se fait normalement pas, ou de manière très rare aujourd'hui. Sauf que chez Molière, c'est parce que la ponctuation, elle est, comme on disait, pneumatique, c'est-à-dire qu'elle est là pour indiquer comment prononcer, et puis surtout, c'était une ponctuation de théâtre qui indiquait que là, on pouvait faire un jeu de scène. Donc si vous trouvez « je » et ensuite le verbe, chez Molière, dans les éditions du XVIIe, c'est normal, mais évidemment, pour nous, c'est bizarre. Donc la ponctuation est conçue comme une aide à l'oralité, mais c'est au XIXe que tout va changer. Et là, pour le coup, il y aura une vraie rupture. Cette rupture, on peut la constater en fait tout bêtement en observant deux définitions de la ponctuation qui sont séparées d'à peu près un siècle. Je suis allé chercher donc une définition de la ponctuation par Nicolas Bosé dans la Grammaire générale. Bon, il reprend à peu près la même définition dans l'encyclopédie. Voici ce que dit la définition. Le choix des ponctuations dépend de la proportion qu'il convient d'établir dans les pauses, et cette proportion dépend de la combinaison de trois principes fondamentaux. Premièrement, le besoin de respirer. Deuxièmement, la distinction des sens partiels qui constituent un discours. Troisièmement, la différence des degrés de subordination qui conviennent à chacun de ces sens partiels dans l'ensemble du discours. Donc on ne va pas en faire l'analyse précise, mais on peut observer malgré tout donc, que le critère numéro 1, c'est le besoin de respirer. Donc la ponctuation est bien là pour régler le souffle, et donc une lecture au moins oralisée en partie. D'autre part, on remarque qu'il n'est pas question de phrases, ni même de période d'ailleurs pour le coup, mais de discours. La ponctuation ne sépare pas des phrases, mais des discours. Et par le plus grand des hasards, je suis tombé sur la définition du Littré. Alors donc je me suis rendu compte au passage qu'il y avait un plagiat éhonté du Littré qui reprend en fait la définition de Bosé, mais en la modifiant. Il la modifie puisqu'il définit la ponctuation comme l'art de distinguer par des signes reçus les phrases entre elles, et non plus les discours, les sens partiels qui constituent ces phrases, et les différents degrés de subordination qui conviennent à chacun de ces sens. Donc cette définition, pour nous, elle est assez familière. Je veux dire, voilà, on a une ponctuation qui sépare des phrases, des sens partiels, des degrés de subordination. Très bien. En revanche, ce qu'on ne voit pas quand on lit cette définition, c'est ce qu'on a perdu par rapport à la première. Et la première chose, c'est la définition du critère du souffle, et d'autre part, c'est la substitution de phrases à discours. Donc il y a une sorte de changement de vision du monde qui s'opère au cours du XIXe. La ponctuation devient un instrument plutôt visuel et grammatical. Elle va servir pour la lecture qui devient de plus en plus silencieuse, et puis elle va servir à désambiguiser certains énoncés, elle va servir à séparer des blocs grammaticaux. Alors, voilà, donc nous en sommes aujourd'hui à ce stade-là à peu près, donc nous sommes parvenus à la fin du XIXe, époque à laquelle donc désormais le système de ponctuation est stabilisé, la phrase et le point convolent en juste noces et tout semble donc être au mieux dans le meilleur des mondes, sauf que, évidemment, à la fin du XXe siècle, eh bien, nous allons voir un certain nombre de choses changer. Tout au long du XXe, le couple phrase-point est devenu l'élément central de notre conception de l'écriture, mais depuis quelques années, eh bien, les choses sont en train de changer avec l'apparition de nouveaux supports d'écriture que vous connaissez bien, les SMS, les tweets,
les commentaires postés sur Instagram ou sur Facebook, qui vont donner à voir de nouvelles pratiques de ponctuation. Alors plutôt que de vous faire un commentaire plus ou moins savant sur des exemples de ponctuation nouvelles que j'aurais trouvés sur les réseaux sociaux, j'ai préféré dans les diapositives qui vont suivre laisser la parole aux utilisateurs des réseaux sociaux eux-mêmes et vous montrer plutôt ce que eux pensent de la ponctuation, sur ce que eux pensent de la manière dont ils l'utilisent, de la manière dont les autres l'utilisent et comment ils font face aux changements qu'ils observent. Autrement dit, mon approche des nouveaux phénomènes de ponctuation passe plutôt par l'étude du sentiment linguistique, parce que la ponctuation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, on ne peut pas donner le sens du point. On peut le voir en action, on peut savoir à quel moment les gens jugent pertinent d'en mettre un ou pas, mais on ne peut pas le définir. On peut définir des mots, mais définir des signes de ponctuation, c'est impossible, puisque c'est comme essayer de définir un silence en musique, il n'existe que parce qu'il y a autour de lui. Et donc c'est intéressant d'aborder, enfin je trouve intéressant en tout cas, d'aborder cette question en lisant ce que disent les utilisateurs, parce que vous allez voir que ça révèle en fait énormément de choses. Alors je suis parti d'un échange entre deux scripteurs que j'ai anonymisés et voilà, donc je leur ai, plutôt que de mettre des lettres, il y en a un qui va être le scripteur lapin et l'autre qui sera le scripteur renard. Et donc c'est un échange de tweets entre deux personnes qui s'enveniment gentiment. Le premier dit donc « Vive le Nutella », le second, le renard, donc « C'est une création du diable dans le but d'engraisser la population mondiale ». Le lapin répond « Je sais bien ». Et puis là, le renard change de sujet, dit « C'est quoi ce point archi sec en fin de phrase ?» Et l'autre répond « Majuscule en début de phrase et ponctuation en fin de phrase, tu connais pas, mort de rire, imbécile va ». Alors, cette partie de l'échange révèle un phénomène très intéressant, c'est que les deux usagers de Twitter, le lapin et le renard, donc, ne donnent manifestement pas le même sens au point final. Il y en a un qui considère que voilà, il a l'utilisation normale de ce signe, et puis l'autre qui trouve au contraire que ce point ici a quelque chose d'archi sec, comme il dit. Il y voit une sorte de marque d'agacement, tandis que eh bien, le locuteur lapin eh bien, ne l'emploie que par convention, sans lui prêter une quelconque valeur émotionnelle. Alors les choses auraient pu en rester là, mais finalement, lorsque le lapin entend faire une leçon de catéchisme grammatical au locuteur renard, eh bien celui-ci ne se laisse pas faire et il va répondre « Pas sur Twitter, la grammaire n'existe plus ici ». Alors, on peut s'arrêter quelques instants sur le caractère très paradoxal de cette dernière réplique, donc j'imagine que ça pourrait en faire bondir. Ça pourrait faire bondir beaucoup d'entre nous que quelqu'un ose dire que sur Twitter on fait ce qu'on veut, qu'on écrit n'importe comment. Sauf que c'est pas exactement ce qu'il dit en fait. Malgré lui, il a envie de dire que, en gros, ce qui ne compte plus sur Twitter, c'est la norme. C'est-à-dire que la norme des journaux, la norme des professeurs, la norme des correcteurs, ça n'est pas celle qui prévaut sur Twitter. Mais il ne dit pas que c'est l'anarchie complète. Il est en train de dire, en fait, sans le vouloir, il est en train de dire qu'il existe une autre norme, qui est donc celle qui existe sur Twitter, qui est propre à Twitter, et que ici, eh bien, sur Twitter, si vous mettez un point à la fin d'un tweet, eh bien, vous devenez vexant. Donc, de manière indirecte, il est en fait au contraire en train de dire que eh bien, ça n'est pas si désorganisé que ça, et que ça n'est pas non plus un espace de totale anarchie, comme je le disais. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, en plus de cet échange qui nous informe un petit peu sur le sens du point, on a un véritable conflit d'interprétation qui est lié à des normes différentes, et donc potentiellement une source de malentendus. Alors la question qu'on peut se poser à l'issue de cet échange, c'est est-ce que le point a véritablement changé de sens ? Alors, il n'y a en fait pas de réponse tranchée à cette question. En fait, il a changé de sens, oui, mais pas partout, ni pour tout le monde. Réponse un petit peu normande, en quelque sorte, mais en fait, il est tout à fait accepté de ponctuer deux phrases qui composent un tweet. Donc on peut ponctuer la première, mais pas la deuxième. Donc là, vous avez une illustration de l'exemple. Il est globalement accepté de mettre un point à l'intérieur d'un SMS ou d'un tweet, point, mais pas à la fin. D'accord ? Donc voilà comment on pourrait, si on devait ajouter peut-être un article au bon usage, au Grévis, on pourrait peut-être mettre ça quelque part dans le chapitre dédié à la ponctuation. En revanche, donc, lorsque le point coïncide avec la fin du message, eh bien, il est perçu, alors pas par tout le monde justement, plutôt par les jeunes générations qui sont nées avec les réseaux sociaux, donc c'est cette génération qu'on appelle les digital natives, les natifs du numérique, eh bien, eux perçoivent ça soit comme une marque d'hostilité, alors on va voir qu'il y a tout un gradient de valeurs plus ou moins négatives. Donc, ils perçoivent ça comme une marque d'hostilité, soit comme la marque d'un certain âge.
Donc, en gros, ça trahit les baby-boomers et même ceux, d'ailleurs, qui ne sont pas nés avec le numérique, qui ponctuent tranquillement leur SMS sans se douter qu'ils sont en train de commettre des impairs abominables. Donc, pour vous dire d'ailleurs à quel point c'est quelque chose qui est sensible chez les plus jeunes scripteurs, j'ai trouvé voilà, ce tweet. Aujourd'hui, j'ai mis un point à la fin d'un SMS, je me sens déjà vieille. Alors, évidemment, le fait qu'on soit bêtement trahi par un point qu'on a mis à la fin d'un SMS, c'est déjà embêtant. Mais il peut arriver que malgré soi, on véhicule justement des émotions négatives avec un point posé à la fin d'un tweet. Donc non seulement on se dénonce comme, entre guillemets, vieux, mais en plus, on peut blesser quelqu'un involontairement. Alors, les jeunes générations perçoivent, comme je le disais, des sens négatifs à ce point situé en fin d'un tweet. J'ai trouvé par exemple donc, ce tweet qui décrit la ponctuation comme une marque la ponctuation de fin de message comme une marque de colère, alors de vénéritude en l'occurrence. Et quand on est très énervé, donc on met des points à la fin des SMS. Et il y avait donc une image animée de DiCaprio dans Le Loup de Wall Street qui fait toutes sortes de grimaces. Donc heureusement pour vous ici, vu la taille qu'il fait, il n'est pas animé parce qu'il aurait quelque chose de vraiment effrayant. Mais je pense que son visage en dit assez long. Donc il est très en colère et il aurait peut-être mis un point à la fin d'un SMS s'il avait pu. Et donc ça, c'est évidemment la première valeur que trouvent les jeunes générations dans le point de fin de message. C'est une valeur donc, qu'on peut considérer comme une émotion de colère. Mais il y a toutes sortes d'autres variétés. La froideur, la prétention. Donc j'ai trouvé par exemple un autre tweet de quelqu'un qui parlait d'un album de Nekfeu et qui disait « Humanoïde de Nekfeu, la meilleure intro du rap français, point ». Et puis là, quelqu'un, évidemment, ça ne prend jamais très longtemps, est venu le tacler sur Twitter pour dire... Et en plus, il met des points en mode ça rend son avis crédible. Donc pour montrer que le fait d'avoir ponctué son tweet, ça trahissait le fait qu'il essayait d'avoir l'air un petit peu poseur, un peu sûr de lui. Alors, entre la colère et le fait d'être prétentieux, finalement, il y a un point commun, si j'ose dire. Le point commun entre toutes ces émotions, donc la froideur, la colère ou la prétention, c'est de vouloir mettre fin à l'échange. C'est de vouloir mettre fin à l'échange. En d'autres termes, le point de fin de message, il ne termine pas seulement la phrase à la fin de laquelle il est, mais il termine aussi la conversation. Et c'est pour ça qu'il est perçu comme particulièrement négatif. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut vouloir terminer une conversation ? Eh bien, parce qu'effectivement, on est énervé, on préfère partir. On prétend avoir raison et on considère qu'on n'a pas à être contredit, ou alors on est froid et méprisant et on n'a pas envie de discuter avec qui que ce soit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le point de fin de message, c'est une sorte de super point, c'est-à-dire qu'il a pris une valeur beaucoup plus forte que celle qu'il avait avant dans la ponctuation standard, où il était tout juste bon à ponctuer des phrases. Si vous mettiez un point à la fin d'une phrase dans un paragraphe, vous ponctuiez la phrase et on comprenait que le paragraphe était fini. Mais là, avec le point qu'on met à la fin d'un SMS ou d'un tweet, on ponctue donc quelque chose de beaucoup plus grand qu'une phrase. Donc il y a une sorte de ponctuation extra forte qui serait arrivée avec ce point de fin de message. Alors, ce qui est intéressant du point de vue du linguiste, c'est que cette différence d'interprétation, elle est source de quiproquos. Et là, évidemment, on peut passer par toutes sortes d'états amusés ou compatissants avec des utilisateurs qui racontent ce qui leur est arrivé à cause de ces points de fin de message. Donc il y en a une, par exemple, qui a essayé de faire comprendre à sa mère qu'elle était énervée en mettant un point à la fin de son SMS, mais manifestement, elle était à peu près certaine que ce ne serait pas compris. Bon, elle a fait une faute d'orthographe par ailleurs à énerver, mais bon, une erreur, pardon, on doit dire. Mais voilà, en tous les cas, ici, ce petit signal discret qu'elle pensait envoyer, elle est à peu près certaine qu'il ne sera pas compris. Alors, il y a d'autres valeurs sur lesquelles, là, pour le coup, qui sont vraiment très anecdotiques, mais certaines personnes considèrent, et je ne m'engagerai pas à titre personnel là-dessus, que le point en fin de SMS est un trait spécifiquement féminin. Alors, je n'ai pas du tout creusé cette question, et encore une fois, je me désolidarise complètement de l'auteur de ce message, mais ça se trouve beaucoup sur Twitter, cette histoire, ou en tout cas à une époque, ça se trouvait beaucoup, cette histoire de variation, si vous voulez, liée au genre de la ponctuation. Et on peut trouver des choses encore plus bizarres, mais bon, là, c'est une communication que j'ai trouvée dans des SMS. Le point serait aussi une marque de l'état dans lequel on est quand on sort d'une séance de psychanalyse. Alors, je n'ai pas là non plus pu mener d'enquête plus poussée. Il faudrait que je fasse quelques sorties de cabinet de psychiatre pour arriver à demander aux gens s'ils mettent des points à la fin de leur SMS en sortant de chez le psy, plus qu'avant d'y entrer.
Mais là, malheureusement, c'est une étude qui reste à faire. Alors, il y a manifestement donc quelque chose qui se passe vis-à-vis du sens du point, et ça ne manque pas de susciter des réactions. Alors des réactions non seulement de gens qui vont être hostiles à cette nouvelle valeur, on va le voir, mais aussi des gens qui sont un petit peu embêtés et qui aimeraient bien trouver une autre manière d'écrire, parce qu'ils sont un peu coincés par le fait qu'on ne puisse pas ponctuer à la fin d'un SMS ou d'un tweet. Il y en a qui le font quand même. Mais il y en a qui se disent « Zut, j'aurais pas envie de véhiculer, de transmettre des émotions négatives, qu'est-ce que je vais donc pouvoir faire ?» Alors, il y en a qui déplorent tout simplement cela. Il y en a un qui dit « Oui, de nos jours, on vit dans un monde consternant où si votre phrase ne se termine pas par un point sans aucun smiley, les gens croient que vous êtes énervé. » Donc c'est un constat qui est tout à fait dans le sens de ce qu'on vient de dire, mais il peut arriver que le fait de mettre un point à la fin d'un SMS ait des conséquences plus graves. Manifestement, la pauvre Sophie a été quittée pour avoir ponctué son SMS. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui s'est produit, mais enfin, en tous les cas, elle l'a dit sur Twitter. Et puis ensuite, on peut parler des stratégies de contournement, donc comme je le disais. Alors, les stratégies de contournement, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui vont mettre des points de suspension, par exemple, à la place du point. Alors, manifestement, les points de suspension, il faut les utiliser avec parcimonie, puisque la première scriptrice qui parle de sa mère indique qu'elle n'arrête pas de mettre des points de suspension et que c'est énervant, que c'est insupportable. Donc là aussi, il faut être économe quant à l'usage des points de suspension. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui voudrait bien utiliser les points d'exclamation, mais qui considère que, finalement, ça fait trop enthousiaste et qui préfère avoir l'air passif-agressif en n'en mettant pas. Et d'ailleurs, finalement, cette nouvelle fonction que le point a prise, elle a déclenché, c'est une conséquence, si vous voulez, indirecte, un accroissement très sensible du nombre de points d'exclamation dans les messages. Si on peut mener des études quantitatives sur des tweets, des SMS et des emails, on se rend compte que le point d'exclamation est beaucoup plus utilisé qu'il n'était lorsqu'on écrivait des lettres. Alors, autre conséquence intéressante, c'est que cette valeur du point, elle semble avoir contaminé d'autres types d'écrits électroniques. Et c'est là peut-être que les choses peuvent en alarmer certains. J'ai trouvé un tweet d'une personne assez récent qui dit qu'elle est complètement manipulée, donc elle dit matrixée, mais ça veut dire manipulation mentale. Elle a été manipulée par les SMS au point qu'elle hésite à mettre un point à la fin d'une phrase dans un mail professionnel, parce qu'elle a l'impression que c'est trop sec. Et ça, le fait qu'il y ait une porosité, si vous voulez, entre Twitter, SMS, qui sont finalement des canaux un petit peu à part, et le mail, c'est peut-être le signe que cette valeur du point archi-sec, elle est en train de contaminer le reste de nos modes d'écriture. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'au Monde ou à Libération? Ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a de plus en plus de gens qui sont un petit peu gênés quand ils rédigent des emails parce qu'ils ont peur d'avoir l'air trop sec. Et alors, j'ai trouvé un tweet d'une Américaine que je vais vous traduire, qui illustre par l'exemple justement toutes les acrobaties qu'on est obligé de faire pour rédiger un mail sans avoir l'air ni complètement fou parce qu'on met des points d'exclamation partout, ni beaucoup trop sec parce qu'on n'en met nulle part. Elle dit donc « Moi, en train d'écrire un email, j'utilise d'abord un point d'exclamation pour que vous sachiez que je suis amical et enthousiaste. Point d'exclamation. Mais maintenant, j'utilise un point pour que vous sachiez que je ne suis pas complètement folle. Point. Et voici une autre phrase avec un point comme tampon pour prouver ma normalité. Point. Merci beaucoup, point d'exclamation. » Donc, vous voyez, il y a toute une économie qui se fait non pas seulement à l'échelle de la phrase, mais carrément à l'échelle du paragraphe ou du message en entier. En fait, on est obligé de doser. Marque d'engagement émotionnel, point d'exclamation, et puis marque de modération avec le point. Et l'excès dans un sens ou dans l'autre est considéré comme éventuellement une source de reproche, ou en tout cas une source de malentendu. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de rédiger un email. Peut-être que vous avez déjà été confronté à cette situation de devoir jongler entre point d'exclamation, point. Alors pourquoi pas des points-virgules? Ce serait une bonne solution finalement de réhabiliter le point-virgule pour sortir un petit peu de cette ornière. Mais l'autre solution, bien évidemment, ce sont les emojis. Les emojis qui sont venus occuper une place croissante dans notre écriture, en particulier l'écriture numérique pour l'instant. C'est encore difficile de dessiner des emojis avec son stylo plume. Mais c'est évidemment inévitable d'en parler dans cette conférence, puisque certains décrivent l'emoji comme une simple ponctuation, d'autres vont carrément jusqu'à y voir une écriture universelle. Alors les linguistes sont plus modérés là-dessus, mais il est certain que les emojis sont venus occuper, finalement, résoudre un problème de l'écriture numérique. Et c'est pour ça qu'ils marchent si bien. C'est parce qu'ils viennent combler un manque ou résoudre une difficulté que nous rencontrons.
Alors, je ne vais pas faire l'historique des emojis, mais vous savez donc que tout a commencé avec les premières émoticônes dans les années 80, qui étaient simplement dessinés avec des signes de ponctuation horizontaux. Et puis, en 97, les Japonais ont inventé les emojis, qui se sont ensuite diffusés à travers les premiers smartphones et toutes les applications de communication numérique qui se sont diffusés donc à très très large échelle, au point qu'aujourd'hui, ils ont été complètement intégrés à l'inventaire des signes alphabétiques, comme les lettres de l'alphabet en fait. Il y a un consortium qui recense tous les signes des écritures du monde entier, et dans ces signes écrits, eh bien, figurent également les emojis. Et donc chaque année, ils ajoutent les nouveaux emojis qui sont créés par Apple, par Facebook, etc., etc. Quelques pays arrivent parfois à peser un petit peu dans la question des nouveaux emojis. C'est le cas je crois que c'était Hong Kong, qui a réussi à imposer l'emoji ravioli. Mais au prix de combats très, très longs et très difficiles. Sinon, ce ne sont malheureusement pas nous, ni vraiment les usagers qui ont la main sur l'inventaire des emojis. Alors, il y aurait évidemment une autre conférence à faire sur ce sujet. Je me contenterai simplement de montrer un petit peu la diversité des problèmes que résolvent les emojis. Le premier, c'est déjà d'être beaucoup plus riche en termes de fonctions expressives. Là où nous n'avons que le point d'interrogation et le point d'exclamation, eh bien, avec les emojis, vous pouvez exprimer toute une gamme de sentiments. Donc, par exemple, j'ai raté le permis pour la 3e fois avec un emoji consterné qui exprime la tristesse. Et ça, c'est difficile à faire avec le point virgule ou le point d'exclamation. On ne peut pas exprimer la tristesse. Si vous mettez un point d'exclamation, vous allez donner l'impression que vous êtes content de vous, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis quelqu'un pourrait très bien répondre, alors il serait un peu méchant, mais il pourrait répondre avec juste un emoji hilar qui pleure de rire, indiquant qu'il se moque de la personne qui a raté son permis pour la 3e fois. Et c'est intéressant, c'est que l'emoji peut en fait carrément se substituer à tout type de message, c'est-à-dire il peut remplacer une phrase entière. Autre fonction très fréquente, c'est de signaler un non-dit. Et là, encore une fois, ce qui pourrait prendre tout un paragraphe pour arriver à percevoir l'ironie dans un texte, et Dieu sait que certains qui ont peut-être enseigné savent qu'on peut montrer, par exemple, tout un paragraphe de Montesquieu à des élèves sans qu'ils perçoivent que c'est ironique, et faire un contresens absolument spectaculaire et croire que Montesquieu est un esclavagiste ignoble, alors qu'il est précisément en train de dire le contraire, mais avec ironie. Et donc, si Montesquieu avait eu des émojis, il aurait peut-être pu mettre à la fin de son paragraphe un petit clin d'œil pour montrer qu'en fait, il ne faisait pas l'apologie de l'esclavage, bien évidemment. Mais donc, le petit clin d'œil, l'émoji qui cligne de l'œil, montre bien qu'il y a un sous-entendu à comprendre. Alors, on ne sait pas exactement de quelle nature. Est-ce que... on ne sait pas d'ailleurs. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a un sous-entendu à chercher. Et puis, l'émoji qui sourit, qui fait une sorte de sourire forcé, eh bien, c'est un peu un signe de ce qu'on appelle en rhétorique une antiphrase. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose, mais on pense l'inverse, exactement. Donc, c'est une des variantes d'ironie, mais là, c'est très clairement une ironie. En fait, super, ça veut dire au contraire, pas super du tout. Alors, pour terminer ce petit inventaire des variantes d'émoji, évidemment, là où le point peut avoir l'air trop sec, le point d'exclamation trop enthousiaste, éventuellement excessivement joyeux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Eh bien, justement, on peut mettre un emoji. Et typiquement, si on dit merci sans aucun emoji, ça peut avoir l'air un petit peu sec. Si on met merci avec un point, ça peut avoir l'air, là, pour le coup, très cassant. On pourrait croire que c'est un merci qui n'est pas sincère. Si vous mettez merci avec un point d'exclamation, pourquoi pas. Mais si vous voulez rester un peu dans une sorte de modération de bonne aloi, eh bien, vous pouvez mettre simplement un petit emoji qui sourit de contentement pour indiquer que le merci est sincère. Après, bien évidemment, l'emoji représente quelque chose, et donc on peut l'utiliser tout simplement pour dire ce qu'il représente. Donc c'est ce qu'on appelle un pictogramme. Donc je veux un chat, même si c'est peut-être pas évident que ce soit un chat, mais enfin bon. En tous les cas, on peut l'utiliser comme ça. Mais l'emoji offre aussi la même souplesse que tous les autres signes écrits, c'est-à-dire qu'il peut aussi fonctionner comme symbole. Et là, du coup, évidemment, il n'est pas question de ressemblance entre le sens de l'emoji et son apparence. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Évidemment, personne ne dira « joyeux gâteau » en voyant l'avant-dernière phrase. On comprend bien que le gâteau est symboliquement, par convention, associé à l'anniversaire, et donc on comprendra « joyeux anniversaire » ou alors « et encore bravo » avec les mains qui tapent. Bien évidemment, on ne dira pas « et encore mains qui tapent ». Donc, c'est une autre variété du fonctionnement des émojis. Donc, pour terminer sur leur valeur, eh bien, on voit que les émojis ont une pluralité de significations et d'emplois qui est extrêmement utile. Alors, le problème peut-être aussi, c'est qu'à côté de cette hyperpuissance vient aussi une source d'ambiguïté.
Selon les pays, selon les cultures, selon les groupes sociaux, tout le monde ne prête pas le même sens à certains emojis. Donc par exemple, si vous utilisez l'emoji qui pleure de rire pour indiquer que vous êtes effectivement très amusé, eh bien, sachez que pour les jeunes générations, là aussi, vous trahissez votre âge, puisque eux n'utilisent plus cet emoji-là pour dire qu'ils sont morts de rire. Ils utilisent un autre, qui est l'emoji qui pleure beaucoup. Donc voilà, ça varie d'un point de vue culturel, ça varie malheureusement de plus en plus rapidement aussi dans la communication. Et donc, il faut essayer de suivre un petit peu le train des choses. Mais si les emojis résolvent un problème contemporain, ils ne sont pas pour autant la première tentative de faire cela, puisque certains poètes, certains écrivains avaient déjà pensé à créer des points qui n'existaient pas, justement, pour compenser ce manque du système de ponctuation. Alors, on connaît le point de doute d'Hervé Bazin ou encore le point d'ironie d'Alcanter de Brahms, alors qu'ils n'ont évidemment pas eu le succès qu'ils méritaient, et pour cause, parce que voilà, ils ont peut-être été offerts de manière un peu trop confidentielle. Certains sont amusants, comme le point exclarogatif, c'était tout en bas, qui exprime à la fois l'exclamation et l'interrogation, ou le point d'amour qu'on peut utiliser. Et vous voyez bien comment certains de ces points correspondent très exactement à certains emojis. Et donc, finalement, ces auteurs-là avaient en quelque sorte appelé de leur vœu la survenance des emojis, et ils étaient peut-être loin de supposer le succès qu'auraient les emojis dans les écritures numériques. Alors, pour terminer, je vais vous demander de participer un petit peu à cet exposé et de prouver ou pas, de montrer ou non si les emojis sont une langue universelle. Je vais donc vous demander de décrypter certaines suites d'émojis. En fait, il y a pour l'instant des titres à trouver. Ce sont des titres d'œuvres littéraires, c'est tout ce que je peux vous dire. Et on va voir si vous êtes, comme on dit, bilingue en émojis ou pas. Alors, quelle est l'œuvre à deviner derrière cette séquence d'émojis? Oui, Orange Mécanique, très bien, effectivement. C'est Orange Mécanique, donc on a commencé par le plus facile. Attention, les choses vont se compliquer un petit peu avec celui-ci. Bravo, à la recherche du temps perdu. Très très bien, à la recherche du temps perdu, bravo. Alors attention, on va encore franchir un petit palier de difficulté, puisque là, il ne va plus falloir trouver le titre littéral, mais c'est un résumé de l'œuvre qui va vous permettre de trouver le titre. Bravo. La métamorphose de Kafka, très très bien. Je vois que j'ai un auditoire de choix. Et alors le dernier est peut-être plus difficile encore, mais on va voir si vous le trouvez. Pour tout vous dire, c'est ma fille qui m'a aidé à le trouver. Non, c'est pas 37 le matin. On est sur quelque chose de très conceptuel là, mais une fois que je vous l'aurai dit, je pense que ça va vous sembler évident. Je peux vous donner un indice, mais ça va vous aider trop, donc je vais plutôt vous laisser vous débattre encore quelques secondes. Là, c'est le titre pour le coup. Je peux vous aider en vous disant que c'est une comédie. Le malade imaginaire, très bien. Le malade imaginaire, puisqu'effectivement, voilà, on a un malade et à côté quelque chose qui se... Donc voilà, je vous avoue que je ne serais pas arrivé à le trouver tout seul, mais quand ma fille m'a dit « mais l'emoji en pointillé », je me suis dit que c'était exactement ça qui convenait. Bref, est-ce qu'on a répondu à la question « l'emoji est-il une langue universelle ?» Alors, en fait, les linguistes sont à peu près d'accord pour dire que non, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, évidemment... Il y a des tentatives qui ont été faites, il y a quelqu'un qui a essayé de retranscrire tout Moby Dick en emoji. Je vous laisse imaginer que c'est complètement illisible. Certains ont commencé à traduire la Bible en emoji aussi, c'est tout aussi illisible. Donc on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt pour franchir cette étape, mais peut-être que les prochaines générations, et on voit déjà, justement, le dernier exemple montre que certains trouvent des choses, et puis vous en êtes très bien sortis quand même aussi avec les précédents, mais peut-être que les prochaines générations seront plus à l'aise encore avec cela, et peut-être qu'ils arriveront, eux, à lire Moby Dick en emoji. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Je vous remercie.